Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Nous parlons sport ce matin avec le calendrier complet de la Coupe du Monde Qatar 2022 déjà dévoilé. L'extraordinaire compétition verra 32 équipes s'affronter pour le titre à une période inhabituelle du 21 novembre au 18 décembre 2022. Au total, 64 matchs seront joués en 27 jours seulement. Dans la phase de groupe qui durera seulement 12 jours pour la première fois dans l'histoire du football, 4 matchs seront joués par jour. Que retenir des préparatifs de cette compétition? On en parle dans un instant sur ce plateau. Nous ferons également un tour sur le continent européen avec la Ligue 1, la Liga, avec le réveil du FC Barcelone qui passe de la 11e place à la 2e place aujourd'hui grâce à ce majestueux travail fait par Xavi. On en parle également sur ce plateau. Au plan local, la Ligue Pro ne sera pas du reste de l'actualité. Voilà pour le sommaire et nous recevons déjà sur ce plateau Toundé Aliou, il est journaliste, consultant sportif. Toundé, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Merci de répondre à notre invitation. Alors je le disais à l'entame de cette émission, la Coupe du Monde démarrera dans quelques mois et déjà nous avons eu des matchs éliminatoires où des clubs, des grandes nations ne seront pas représentés pour cette messe sportive au Qatar. D'abord, tout ce qui a été fait comme préparatif, quelle lecture faites-vous des préparatifs de cette grande messe sportive qui aura lieu dans quelques mois? Justement, je pense qu'en termes de préparatifs, il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées, notamment du côté de Qatar, parce que c'est pratiquement depuis 5 ans qu'ils sont en train de préparer cette compétition. C'est une première, en tout cas de ce côté-là. Vous savez que le monde arabe également s'intéresse de plus en plus au football, voilà, et au sport. Et quand ils s'intéressent comme ça à ce genre de compétition, ils aiment mettre de l'argent, ils aiment tout simplement investir. Depuis quelques années, se préparent, ils ont mis énormément d'argent pour mettre en place des infrastructures de type moderne pour permettre tout simplement que la compétition se déroule de la meilleure des façons. Je pense qu'aujourd'hui, tout est quand même assez prometteur parce que sur le fait qu'il y aura quand même un bon spectacle du côté du Qatar. Voilà, il y aura un bon spectacle, mais là, il y aura des nations qui ne seront pas représentées parce que pendant les phases d'éliminatoire, il y a des équipes qui sont battues. L'Algérie, par exemple, qui, à la grande surprise, a été éliminée par le Cameroun sur ses propres installations après avoir pris une correction à la CAN, encore pour la Coupe du Monde, n'arrive pas à franchir la barre. Pour vous, qu'est-ce qui n'aurait pas marché au niveau de cette équipe? Écoutez, c'est difficile d'expliquer cette désillusion qu'on note aujourd'hui du côté de l'Algérie, parce qu'on l'a dit, équipe championne d'Afrique en titre qui se fait éliminer dès le premier tour de la compétition africaine du côté du Maroc. Après, il fallait quand même se remettre et surtout renouer avec le succès, surtout sauver quand même le peuple, l'image de l'Algérie, parce que quand même on parle de l'une des meilleures nations africaines en termes de football. Malheureusement, ils n'ont pas pu décrocher ce précieux but parce qu'en face, ils avaient véritablement un sérieux adversaire, les Lions indomptables du Cameroun. C'est un habitué à la Coupe du Monde, c'est un sérieux adversaire, c'est l'une des nations les plus régulières sur l'échiquier international. Quand on parle du football, je pense que ça s'est joué beaucoup plus sur le mental, parce qu'au match aller à Yaoundé, pourtant c'est l'Algérie qui avait réussi à prendre le dessus sur le Cameroun. Justement. Ils étaient à domicile, ils étaient devant leur public, ils étaient dans un stade sur lequel ils n'avaient jamais perdu depuis pratiquement un demi-siècle, mais face à un adversaire comme le Cameroun, véritablement requinqué avec un mental assez fort, ça a été vraiment difficile. Je pense que c'est bien dommage de ne pas voir l'Algérie aujourd'hui du côté de cette Coupe du Monde, mais ça va leur permettre aussi de s'asseoir et pourquoi pas de tirer les grands enseignements pour revenir encore plus fort. Mais il faut dire que quand le match n'est pas terminé, c'est qu'il faut toujours garder l'espoir, parce que le Cameroun a cru, parce que jusqu'à la 90e minute, l'Algérie menait. Mais il a suffi juste de quelques minutes afin que le Cameroun puisse quand même prendre l'avantage face à cette équipe d'Algérie. Je parlais du mental tout à l'heure, de ces lions indomptables. Je pense que ça s'est ressenti d'abord, même avant le coup d'envoi de cette rencontre. On a vu le sélectionneur de cette formation camerounaise, Rigobert Song, en conférence de presse, qui faisait quand même une déclaration assez forte. Quand on sait qu'on est en danger, c'est qu'on n'est plus en danger. Et je pense qu'avant ce déplacement du côté de l'Algérie, les Camerounais savaient qu'ils sont en danger. À ce moment-là, ils étaient
étaient complètement libérés de toute pression. Ils ont joué sans véritablement beaucoup de peine et ça leur a permis tout simplement de rester concentrés du début jusqu'à la fin parce qu'ils ont très bien commencé la rencontre avec ce but de Choupo-Moting. Ensuite, l'Algérie a égalisé dans les ultimes instants de la prolongation. Mais après, le Cameroun est resté serein. Ils ont continué par croire et le but quand même est venu. Le but Salvatore est venu de la part de Katoko Ekambi. Je pense que qui veut clouer l'Algérie. L'Algérie tout simplement devant son public. Et vous avez vu la désillusion, tout le mal qu'a éprouvé quand même le sélectionneur algérien parce qu'il ne s'en revenait tout simplement pas. Il ne s'en revenait tout simplement pas, mais dans la liste également des pays qui ne prendront pas part à cette compétition, nous avons l'Égypte qui a été simplement éliminée par le Cameroun. Quand on sait que ces deux nations se sont également croisées à la CAN, l'histoire se répète encore. Le Sénégal qui réussit à éliminer l'Égypte pour la Coupe du Monde. Oui, c'était quand même le champion d'Afrique en titre. Et quand on a vu un peu les récents événements du côté du continent européen où le champion d'Europe en titre, l'Italie, ne sera pas de la partie, justement. Je pense que le Sénégal également se disait attention, il faut se méfier de cette sélection égyptienne parce qu'il y a seulement 2 mois qui séparent la dernière finale, la dernière rencontre entre ces deux formations-là, où il fallait se racheter du côté des Égyptiens. Malheureusement, ils sont face à une formation sénégalaise qui est véritablement plus que jamais ambitieuse sur le continent. Aujourd'hui, ils sont leaders au niveau du classement en FIFA sur le continent africain. Ça aurait été véritablement une grosse surprise de ne pas voir le Sénégal du côté de Qatar. Voilà, aujourd'hui quand même le Sénégal qui a validé son ticket et sera présent au Qatar et en novembre prochain pour prendre part à cette compétition mondiale. Justement, dans la liste des pays africains qui prendront part à cette compétition, nous avons le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana. Ces 5 pays vont représenter les pays africains. D'abord, une lecture par rapport à ces formations qui vont quand même disputer cette compétition. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de grandes surprises. C'est vrai qu'il y a des absents. On parle de l'Égypte qui ne sera pas de la partie. On parle du Nigeria qui ne sera pas de la partie. On parle de la Côte d'Ivoire également. Des nations qui étaient quand même habituées à... Le Bénin également. Qui ne sera pas de la partie. Voilà. Le Bénin qui a été éliminé. Pas la RD Congo. Voilà. Mais je pense que le Maroc a quand même éliminé une petite consolation quand même pour le peuple béninois. De toute façon, lorsqu'on jette un coup d'œil sur les 5 représentants, on se dit que il y a quand même de la matière, sauf peut-être le Ghana où il y a encore un peu de doute sur la façon dont on joue, sur véritablement la façon dont il se réveille, parce que bien qu'ils soient qualifiés pour cette compétition, ils n'ont pas affiché un visage assez convaincant. Ils sont restés sur pratiquement la même dynamique que depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'avant, d'ici novembre, est-ce qu'ils pourront véritablement quand même évoluer, corriger pas mal de choses avant cette compétition? Ça reste véritablement des questions sur lesquelles, du côté du Ghana, on devra forcément travailler. On a également le Maroc qui est un habitué. Ils étaient quand même de la dernière compétition. Ils ont également un effectif intéressant. Ils seront de la partie. Je pense que oui, le continent africain est vraiment chanceux d'avoir ses représentants. Le Sénégal également. Le Sénégal, c'est le champion d'Afrique en titre. Ils ont véritablement, ils sont montés en maturité. Ils ont gagné en confiance depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, ils ont le meilleur effectif sur le continent, ça il faut le dire, un effectif tout simplement, j'ai envie de dire un effectif Champions League. Voilà, justement, parce que vous prenez du gardien de but jusqu'au front de l'attaque, c'est des joueurs qui évoluent à un niveau très élevé. Le gardien de but qui est le meilleur gardien du monde selon la FIFA, Edouard Mendy. La défense également, vous avez Khalid Koulibaly qui évolue du côté de Naples, qui a été désigné il y a quelques années seulement meilleur joueur de ce championnat du côté de l'Italie. Au milieu de terrain, vous avez le joueur de Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo, alors que sur le front de l'attaque, vous avez l'inévitable Sadio Mané qui est accompagné comme ça par quelques jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est plus que jamais bien armé pour véritablement bien représenter le continent africain. En tout cas, on espère voir quand même le Sénégal défendre les couleurs des pays africains pour cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Alors justement, à part ces pays, nous avons également le Canada, le Mexique, les États-Unis qui sont qualifiés au niveau de la zone Amérique du Nord et centrale. Au niveau de la zone Amérique du Sud, nous avons 4 pays, notamment le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, l'Uruguay et justement l'Uruguay qui va encore rencontrer le Ghana pour cette compétition. Quand on sait quand même pour la Coupe du Monde passée, est-ce qu'on ne dira pas que le Ghana voudra prendre sa revanche sur l'Uruguay également pour cette compétition? Parce que pour la compétition passée, on sait ce qui s'est passé.
entre le Ghana et l'Uruguay. Est-ce que c'est plutôt tout le continent africain qui voudra prendre sa revanche face à l'Uruguay, parce qu'on a vécu pratiquement un mauvais souvenir en 2010 avec cette fameuse main de Luis Suarez et ce pénalty manqué par Asamoah Gyan. Voilà. Ce mauvais souvenir est resté dans le coin de pratiquement tous les Africains. Aujourd'hui, les dieux du football savent faire leurs choses et les deux nations se retrouvent encore. Peut-être que c'est le moment pour le Ghana et surtout pour tout le continent africain de bien se mobiliser quand même pour reprendre la revanche. Dans cette même poule, il y a également le Portugal qui se retrouve dans ce groupe accompagné de l'Uruguay et du Ghana. Je pense que ça va être véritablement très très serré. C'est pratiquement la poule des revanches et l'heure de la revanche a sonné, parce qu'on se souvient qu'en 2018, c'est l'Uruguay qui avait sorti également le Portugal de Cristiano Ronaldo en 8e de finale. Voilà, le Brésil, l'Argentine, l'Équateur. C'est des nations qui sont habituées, sauf l'Équateur comme ça qui nous a surpris, parce qu'il y avait quand même dans cette zone, il y avait une nation comme la Colombie qui n'a malheureusement pas pu décrocher son ticket pour cette compétition-là. C'est des nations comme ça qui arrivent aussi à surprendre pour s'inviter dans cette messe. Lorsqu'on parle d'une messe mondiale comme ça, chacun se bat à sa façon pour décrocher ce précieux billet. Et je pense que du côté de cette zone Amérique Sud, les habitudes sont quand même là. Le Brésil qui n'a jamais manqué une compétition mondiale, et aujourd'hui même ils sont classés comme première nation au niveau du classement FIFA. Vous vous rendez compte tout simplement de la force de cette nation-là. Ils vont affronter un pays comme le Cameroun. Je pense que ça va être un duel aussi intéressant. Dans la zone Europe, l'Allemagne figure parmi ces pays qui sont qualifiés. La France également, qui va vouloir démontrer ses talents footballistiques. L'Espagne, l'Angleterre, la Suisse également. Ces grandes nations. D'abord, pour vous, qui sont ceux qui seront favoris pour cette Coupe du Monde? Écoutez, le champion en titre est toujours favori dans une compétition, même si la dernière CAN nous a quand même démontré le contraire. Mais lorsqu'on prend quand même la France, c'est une nation avec de grands arguments, avec de sérieux atouts. Véritablement, il faut le reconnaître, ils ont des joueurs dans pratiquement tous les compartiments de jeu. Ils peuvent former même 3 sélections différentes. La France, pour moi, reste quand même une nation véritablement à prendre au sérieux durant cette compétition, parce qu'elle voudra forcément défendre son titre. Mis à part ça, vous avez également l'Allemagne qui certes a disparu des radars depuis quelques années, mais attention, il y a une génération qui est en train de monter en puissance de ce côté-là, donc il faudra les prendre au sérieux. L'autre nation également qu'il faudra prendre au sérieux, c'est le Brésil, qui est toujours régulier dans ce genre de compétition. Donc pour cette Coupe du Monde, attention, il faudra forcément s'attendre à voir ces grandes nations également réaliser l'exploit, non sans oublier, sans minimiser surtout ces nations considérée parfois petite. Voilà, petite main qui à l'arrivée vous montre de grandes choses, comme nous l'avons vu la CAN passée, les Comores qui ont montré de quoi ils sont capables. Nous avons vu la Gambie, pas mal comme ça, de nations qui nous ont émerveillés durant cette compétition. Donc c'est possible qu'on revive également le même scénario pendant la Coupe du Monde. En tout cas, on espère quand même voir ces équipes produire du beau football, voir les pays africains également, émerveiller le continent africain, démontrer de quoi ils sont capables et pourquoi pas remporter ce trophée, ramener le trophée en Afrique. C'est bien possible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même le bon moment pour tout le peuple africain de rêver aussi. On l'a vu d'abord dans un premier temps. Avant la constitution de cette ère, on a vu la position d'une nation comme le Sénégal, où on s'attendait forcément à les voir dans un groupe carrément très relevé, mais ça n'a pas été le cas. Ils sont dans un groupe, on le dira comme ça, abordable. Il n'y a que la Hollande qui véritablement constitue un sérieux adversaire dans ce groupe-là. Peut-être quand si la chance vous accompagne, et on l'a vu, le Sénégal, c'est aujourd'hui, non seulement il y a le talent, mais il y a également la chance. Et parfois, lorsque vous êtes dans une telle compétition, il faut le facteur chance pour vous accompagner. Pour l'instant, en tout cas, la chance est du côté du Sénégal et je pense que c'est tout le continent africain qui sera sénégalais du côté du Qatar. Justement, tout le continent africain sera sénégalais. Je le disais à l'entame de cette émission, on fera un tour sur le continent européen avec le championnat, la Ligue 1 justement, qui se déroule actuellement. Rapidement, un mot sur ce championnat. Il n'y a rien de surprenant à retenir parce que le Paris Saint-Germain continue de damer son pion, de continuer de régner en maître. C'est pratiquement son jardin. Voilà, on se baigne comme on veut. Il continue tout simplement de dominer tout le monde de ce côté-là. De toutes les façons, voilà, la surprise serait tout simplement de les voir perdre le titre alors que c'est mal parti parce que là, il y a une surprise au niveau de ce club parce que jamais n'arrive à franchir les barres en Ligue des Champions, mais se montre toujours fort en Ligue 1.
Sur le plan domestique, ils sont infranchissables, ils sont carrément imbattables, mais sur l'échiquier continental, parce que là, ça devient sérieux, on parle de la Ligue des Champions. Et voilà, c'est la crème des crèmes, s'il vous plaît. Donc à ce moment-là, l'adversité devient véritablement sérieuse. Mais vous voyez, quand on sait que c'est à cause de cette Ligue, nous avons dépensé des millions pour acheter voilà, Neymar, Messi, Mbappé, tout. Ramos, mais pour cette saison encore, l'équipe n'arrivera pas à remporter ce trophée. Pour vous, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Il y a un sérieux problème du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a des joueurs, il y a véritablement des talents, sinon des génies, il faut le dire tout simplement comme ça. Les stars sont là, mais au niveau des résultats, ça ne se passe pas. Et ce n'est pas seulement une année, ce n'est pas 2 années, c'est pratiquement chaque année que la même chose se répète. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas au niveau du staff, même de l'équipe, que tout se passe, c'est-à-dire au niveau de la tête? Parce qu'à un moment donné, on voit le directeur sportif Leonardo qui parfois influe énormément. Voilà, les entraîneurs ne leur laissent pas véritablement la main de bien s'occuper de l'équipe. On l'a vu avec le précédent coach qui est passé par là, Thomas Tuchel. À peine il a quitté le Paris Saint-Germain, 6 mois plus tard, il a remporté la Ligue européenne des champions. On l'a vu également avec Thiago Silva qui a quitté le club. Quelques mois plus tard, il a remporté. On a vu également avec Unai Emery, le technicien espagnol, qui était passé par là. Donc, c'est dit qu'à un moment donné, peut-être que les dirigeants pourrissent également la vie aux entraîneurs qui ne parviennent pas à trouver tout simplement l'osmose nécessaire pour s'épanouir. Quand c'est comme ça, parfois c'est très difficile véritablement d'avoir les résultats sur le terrain, même quand on a une pléiade de stars. L'autre surprise, c'est le FC Barcelone qui aujourd'hui émerveille plus d'un avec son niveau aujourd'hui qui passe de la 11e place à la 2e place en Liga. Ceci grâce à ce travail qui a été fait par Xavi d'abord. Pour vous, personne ne s'attendait à voir le FC Barcelone se relever aujourd'hui. Oui, c'est vrai que personne, au vu de tout ce qui s'est passé en début de saison, personne ne s'attendait véritablement pas à voir le FC Barcelone, surtout dans le top 4 pour une place qualificative aujourd'hui en Ligue des Champions. Aujourd'hui, le FC Barcelone est même en train de rêver du titre devant le Real de Madrid. Même si il y a un écart quand même assez considérable, mais il faut saluer véritablement l'énorme travail qu'Abba à sa vie depuis son arrivée. Il a réussi véritablement à mettre des petits en confiance et surtout pendant la trêve, il a su, pendant le mercato, il a su trouver des joueurs essentiels. On a vu l'arrivée, sinon les arrivées d'Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, on a vu également Adama Traoré, pas mal de joueurs comme ça qui sont arrivés même pratiquement libres à 0 francs et qui aujourd'hui sont importants dans son dispositif. Ils apportent beaucoup. Et on l'a vu, ils l'ont prouvé face au Classico. Pendant le Classico face au Real de Madrid, avec déjà ce doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et même une passe décisive. C'est dit tout simplement qu'à un moment donné, le technicien espagnol de cette formation du Barça, il sait véritablement lire les choses, il a compris la situation, il savait véritablement de quoi il avait besoin à cet instant précis pour relever un peu, ne serait-ce que l'équipe, et je pense qu'il est suite à une très bonne dynamique. Si on le laisse continuer dans cette même dynamique-là, attention, on pourrait revivre encore les années dorées du FC Barcelone. On espère quand même parce que le départ de Messi ne fera pas quand même qu'on oublie le FC Barcelone. Il y a des génies qui sont en train de grandir. Vous voyez Pedri qui aujourd'hui véritablement a un énorme talent, sans oublier quand même Ansu Fati, même s'il est embêté par des soucis, de blessures comme ça, parfois qu'il embête, mais ça reste quand même des génies qui, dès qu'ils vont retrouver la confiance et qu'ils vont véritablement monter en maturité, ça va beaucoup apporter au FC Barcelone. En tout cas, c'est un nouveau FC Barcelone qui est en train de renaître aujourd'hui et on espère quand même revoir cette équipe en Ligue des Champions et pour la saison prochaine, démontrer de quoi elle est capable. Au plan local à présent, nous allons parler de la sélection béninoise avec cette sélection qui a justement un nouveau coach, Moussa Latondi, qui, c'est vrai, assure l'intérim, mais qui a fait ses preuves ces derniers jours avec cette coupe remportée. D'abord, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à... Le Bénin qui remporte une coupe, ça fait plaisir d'avoir à tout peuple béninois, à tout le public, notamment au public. Sa première coupe d'abord, sa première coupe dans l'histoire. Même si c'était quand même un tournoi amical. De toutes les façons, ils étaient quand même sortis d'une situation assez difficile. Le sélectionneur Michel Dissué, il est parti. On n'est pas qualifié pour la dernière CAN. On a été éliminé pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout cela, donc, il y avait forcément un vide, il y avait des attentes, il y avait des exigences. Et il fallait quand même réussir à participer à cette trêve internationale. Le Bénin l'a fait. Ils ont disputé 3 matchs. Ils ont été invaincus. C'est-à-dire ils ont enchaîné pas mal de prestations. Et surtout,
ils ont été très intéressants offensivement parce qu'ils ont inscrit, je crois, 7 buts durant cette compétition. Je pense que il y a eu véritablement des notes positives à retenir, mais est-ce que ça va suffire pour maintenir Moussa Latoji à la tête? Justement, est-ce qu'il ne faut quand même pas faire confiance aux locaux parce que nous le voyons au Sénégal, on a fait confiance à Aliou Cissé aujourd'hui qui a les rênes de cette équipe, le Cameroun également, on a fait confiance à Hugo Besson. Est-ce que ce n'est pas également l'occasion pour nos dirigeants de faire confiance aux locaux? C'est vrai que le débat se fait depuis quelques moments, mais moi je ne suis pas d'avis sur le fait qu'il faut forcément à cet instant précis faire confiance à un entraîneur local. Pas parce que voilà, nous n'avons pas de valeur, mais surtout parce que je vois plutôt que les gens comparent le Bénin au Sénégal, comparent le Bénin au Cameroun, alors que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même politique qui est développée, ce n'est pas les mêmes réalités, ça il faut le reconnaître. Il faut comprendre tout de suite que le Bénin actuellement ne va pas participer à une compétition continentale pour aller chercher le titre. C'est carrément différent. Nous n'avons pas les mêmes ambitions que le Sénégal, par exemple, qui est aujourd'hui même annoncé comme grand favori de la Coupe du Monde. Voilà, nous n'avons pas les mêmes ambitions que le Cameroun, encore moins la Côte d'Ivoire, des nations comme ça. Donc pour nous, je pense que le mieux, ce serait véritablement de mettre carrément un projet en place, faire venir peut-être tout de suite un sélectionneur, même si ce sera un étranger, il faut le faire venir tout de suite, l'associer à Moussa Latoji encore pour lui permettre encore de continuer à apprendre, parce que déjà les échéances arrivent dès le mois de juin, déjà il y a les éliminatoires de la CAN 2023 qui s'annoncent déjà, donc il ne faut plus perdre du temps, il faut faire venir tout de suite un nouvel entraîneur, commencer déjà par travailler et s'adapter quand même à tout ce qui se fait à notre réalité, à notre football, et je pense qu'au niveau national, il faut déjà apprendre à être patient, parce que ce n'est pas parce que le Sénégal est champion d'Afrique que le Bénin le sera aussi tout de suite. Eux, ils ont véritablement mené un travail. Ils ont mis en place des projets qu'ils ont développés peut-être sur une décennie, sur plusieurs années, et aujourd'hui, ça porte des fruits. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Gros point d'interrogation. Le staff technique également doit être rapidement constitué. C'est important parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Depuis que Michel Dissé est parti, il a fallu attendre quelques jours de cette trêve internationale pour faire appel à Moussa Latoji pour assurer l'intérim. Ce n'est pas comme ça fonctionne dans des nations qui sont véritablement ambitieuses. On se décide tout de suite et on fait confiance à quelqu'un. On lui dit bon, vas-y, on te laisse le chantier. À toi maintenant de mener en tout cas à bien cette troupe-là. Et c'est comme ça se passe. Pour l'instant, rien n'est encore fait. Sinon, on parle toujours d'intérim. Donc Moussa Latoji est là en tant qu'intérim. Ça veut dire qu'à tout moment on peut le sauter. Et on a même entendu le porte-parole du gouvernement qui avait parlé d'un entraîneur de haut standing. S'il vous plaît, Moussa Latoji, ce n'est pas cet entraîneur. Haut standing, mais est-ce qu'il pourra réellement faire l'affaire? Est-ce qu'il pourra réellement faire l'affaire? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ça reste véritablement un gros point d'interrogation parce que le football au niveau du continent, c'est parfois difficile. Et si vous ne trouvez pas des hommes qui connaissent ce milieu-là, des hommes qui comprennent votre football, c'est parfois difficile d'avoir des résultats. On l'a vu avec Patrice Gomet du côté de la Côte d'Ivoire. On l'a vu également avec même Hervé Renard du côté de la Côte d'Ivoire. Ça a été véritablement des échecs de ce côté-là. Donc si vous trouvez des hommes qui ne maîtrisent pas forcément votre football, votre milieu, ce sera difficile d'espérer des résultats tout de suite. En tout cas, on espère avoir des résultats avec l'équipe de football béninoise, afin également qu'elle continue par remporter des trophées comme celle qu'elle a remportée tout récemment et au cours de cette compétition organisée par la FIFA. Rapidement, la Super League Pro se déroule sur les terrains, sur les différents stades du Bénin. Un mot par rapport à cette compétition. Nous avons des équipes chocs qui sont en train de nous révéler de l'extraordinaire, l'Autopoto, les Buffles du Borgou, mais c'est Cavalier également qui peine toujours à se révéler, qui aujourd'hui est dernier de ce championnat. Ouais, je pense que de ce côté, on l'avait dit ici lors de la précédente émission, la Super League Pro, elle met aux prises les meilleurs de chaque zone, et quand les meilleurs s'affrontent, à un moment donné, il y a également peut-être le pire. Le meilleur actuellement, le pire dans cette compétition s'appelle Cavalier de Niki parce qu'il n'arrive pas à enchaîner les bons résultats, il n'arrive pas à véritablement surfer sur une très bonne dynamique. C'est vrai que Medak Bedessi a fait un excellent travail pendant la ligue professionnelle parce qu'il a véritablement permis à ce club royal de se hisser quand même dans cette Super Ligue professionnelle. C'était un championnat auquel tout le monde voulait participer. Il a réussi l'exploit quand même de faire qualifier les Cavaliers de Niki. Malheureusement, pendant cette Super Ligue professionnelle, ça n'a pas marché. Je pense que les dirigeants l'ont tout de suite compris parce qu'ils ont sauté en faisant venir tout simplement sous l'ancien entraîneur de Espa de Savalou qui est aujourd'hui arrivé. Est-ce qu'il pourra lui aussi trouver la potion magique pour aider les Cavaliers de Niki à se retrouver dans cette Super Ligue professionnelle? De toutes les façons, c'est tout le mal que l'on peut le souhaiter. Est-ce qu'à l'étape actuelle, Cavalier est à même de se retrouver parce que nous sommes
sommes déjà à la 7e ou 8e journée. Voilà. Mais avec 3 points au compteur, dernier du championnat, est-ce que cette formation pourra se retrouver? Oui, déjà, lorsqu'on dit se retrouver, c'est quoi? Est-ce que c'est quoi les ambitions de Cavaliers de Niki dans cette Super Ligue professionnelle? Est-ce qu'ils y participent pour décrocher une place qualificative pour une compétition africaine? Ou est-ce qu'ils y participent véritablement pour gagner seulement en expérience? Parce que ça aussi c'est important. C'est la première fois qu'ils s'invitent dans la cour des grands. Donc je me dis qu'à un moment donné, pour un club comme Cavaliers de Niki, l'objectif tout de suite, ce n'est pas d'aller tutoyer les grands. C'est déjà de participer et de continuer par apprendre, faire vivre cette ferveur du championnat le plus regardé, le plus intéressant quand même au plan national, au public de Niki. Je pense qu'aujourd'hui, le club est en train de le faire, même si les résultats ne suivent pas pour l'instant. Donc, on va tout simplement espérer qu'il puisse, en tout cas, pouvoir se relever parce que c'est important aussi. Il ne faut pas être ridicule. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des ambitions d'aller chercher le titre ou une place qualificative à une compétition africaine qu'on va être ridicule pendant cette Super Ligue professionnelle. Non, on s'appelle Cavaliers de Niki. On a des talents dans notre effectif. On a des joueurs. On a un public fou qui nous accompagne, qui nous soutient. Donc, à un moment donné, il faut forcément rester quand même professionnel, ne pas surtout passer par la point ridicule. Voilà, l'Autopoto qui, pour la 8e journée, a été battu par les Buffles du Borgou. Plutôt Coton, le Coton FC, justement, qui a été battu par les Buffles du Borgou, cette équipe qui a quand même démontré de quoi elle est capable depuis le début de ce championnat. Oui, on l'a dit, Coton FC, c'est quand même l'une des attractions de cette compétition, sinon de ce champion. Depuis le début de la saison, c'était ce dimanche face au Buffles du Borgou. C'était un choc, véritablement, un choc des titans, un choc des gladiateurs. Mais depuis le début de la saison, on a constaté que certes, Coton FC, on a des ambitions d'aller chercher aussi une place, on a les ambitions d'aller chercher le titre, mais pour aller chercher le titre, il faut battre les champions. Ils n'ont pas battu le Tau, ils n'ont pas battu les Buffles du Borgou. Pardon, ils n'ont pas battu les Buffles du Borgou. Est-ce qu'ils pourront réellement aller chercher ce titre-là? Parce que si vous voulez devenir grand, il faut battre les grands. Ils n'ont pas pu battre l'Autopopo, ils n'ont pas pu battre les Buffles du Borgou. Donc, à un moment donné, ils peuvent se remettre en cause. Mais en même temps, ça profite également aux Buffles du Borgou qui avaient besoin d'une performance ISL comme ça pour se remettre, pour renouer avec son public. Parce qu'ils avaient également enchaîné une très mauvaise dynamique. Et justement, cela a été fait. 3 buts à 1. 3 buts à 1 de la meilleure des façons, une prestation prestigieuse comme ça. Je pense que, écoutez, tout le monde est comblé du côté de Parakou en ce moment parce que ça se déroule très bien. Tout le monde est comblé, mais ce championnat, cette compétition, son issue, un mot rapidement pour finir. Oui, c'est vrai que nous sommes encore à l'étape de la première partie de cette Super Ligue professionnelle. On ne peut absolument rien prédire pour l'instant, donc on va tout simplement prendre du plaisir à voir les différentes rencontres et on le voit avec notamment ces clubs surprises, on va le dire comme ça. Dynamo d'Abomey par exemple qui est aujourd'hui en tête de ce championnat-là, ça veut dire qu'il y a des surprises, il y a des clubs qu'il ne faut pas minimiser, il faut les prendre au sérieux parce que eux aussi, certes, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont aussi des ambitions. Donc parfois, ce sont ces genres de clubs qu'on appelle la force tranquille. La force tranquille. Et voilà, mesdames et messieurs, le débat est très riche sur ce plateau avec notre invité Aliou Toundé. Nous avons passé au scanner l'actualité sportive du Qatar au Bénin en passant par l'Espagne. Tout a été passé au scanner. On a parlé de cette Coupe du Monde qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Nous avons également parlé de la Super League Pro également qui se déroule actuellement au Bénin. Nous avons parlé sur le continent européen, la Ligue 1. Et la Liga avec cette brillante performance du FC Barcelone aujourd'hui qui se retrouve au compteur du classement. Vous l'avez compris, c'est sur cette note que nous mettons un thème à cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Diane Kotokor. Merci à Joël Zavis. Merci à Emmanuel Oussou. Merci également à notre invité qui n'a pas marchandé sa disponibilité pour être sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.